Voici donc une quatrième vidéo. Dans la précédente, je vous ai expliqué notre témoignage concernant ces boules lumineuses qui prenaient une forme ovale en passant le long du balcon de l'appartement de Louise. Sa fille était à ses côtés. Vous en souvenez peut-être. Il se trouve que les personnes qui ont assisté à ce genre de phénomène, elles subissent souvent des contre-coups de nature variée. C'est ce qui s'est produit chez Nadine. Le déclenchement de ces phénomènes s'est produit 2 ans après les événements décrits dans la vidéo précédente. À la suite de cette expérience subie, Nadine fut habitée pendant plusieurs nuits par des rêves inattendus et suffisamment dérangeants pour qu'elle les note sur de petits feuillets extraits d'un carnet qu'elle possédait. Et elle traduisit ça sur ces feuillets dès son réveil. Elle se souvenait parfaitement de ce dont elle avait rêvé. Et comme en plus elle a toujours eu la chance d'avoir, comme on dit, un bon coup de crayon, voire un bon coup de pinceau, c'était très intéressant de traduire sur le papier les images qui avaient hanté sa nuit. Nadine remplit donc consciencieusement ces petits feuillets avec des dessins précis et explicites. Aujourd'hui, Nadine, qui a une excellente mémoire, ce qui lui sert avec les responsabilités très importantes qu'elle a au sein d'une grosse société industrielle, eh bien Nadine ne se souvient pas d'avoir dessiné sur ces feuillets. Elle ne se souvient pas de cela, de ses rêves. Je ne sais pas moi-même comment j'ai fait pour conserver ces feuillets, je ne m'en souviens pas. Je les ai d'ailleurs retrouvés par hasard, mais ils sont là, et je peux vous montrer quelques-uns des représentations effectuées par Nadine. Je profite de cette séquence dessin par les témoins eux-mêmes pour vous citer le cas de ce couple habitant Suresnes dans la région parisienne, dont la dame a été témoin pendant plusieurs années de phénomènes au travers de la fenêtre de son appartement, de leur appartement, elle voyait tout cela. Et elle a donc dessiné, elle a décrit ce qu'elle voyait, et il n'y a pas qu'un seul témoignage. Hein. Quand j'ai découvert ça, j'étais complètement sidéré. Voilà. Donc elle a représenté ça. Je vais vous montrer quelques-unes de ces
représentation, et elle avait soigneusement rangé ses feuilles dans un dossier. Ils ont pris, je me souviens même plus de la manière dont ils ont pris contact avec moi, mais je me suis déplacé et franchement, ça valait le coup. Hein. Je suis tombé sur vraiment un couple extrêmement modeste, très modeste dans tous les aspects de leur vie, mais d'une gentillesse et d'une sincérité qui m'ont profondément touché, voire bouleversé, parce que je voyais ces gens-là confrontés à des événements, à des visions qui les dépassaient complètement, comme ça dépasse d'ailleurs complètement tous les témoins qui ont le privilège, je ne sais pas si c'est un privilège, d'assister à l'irruption devant leurs yeux ébahis de ce genre de phénomène. Il était bien visible pour moi que ces représentations correspondaient à quelque chose de réellement vu, de réellement vécu. Notre réalité est remplie d'anomalies.
en surfant sur Google Earth, par exemple, pour quiconque a l'esprit un peu curieux, on découvre des vues, comme on dit, à tomber par terre. Par exemple, ça se passe au Canada, presque en limite de l'océan dit Pacifique, nom donné par le navigateur portugais Magellan dans les années 1520, parce qu'il avait bénéficié d'un temps calme en parcourant cet océan. S'il l'avait parcouru à d'autres moments, peut-être qu'il l'aurait appelé différemment, et c'est assez drôle d'ailleurs, la manière dont on nomme les choses. C'est un domaine aussi assez passionnant à creuser, à étudier. Donc, proche de cet océan et de la frontière des États-Unis, il y a une zone montagneuse qui m'a laissé pantois. Lorsque je l'ai exploré avec ce magnifique outil qu'est Google Earth, eh bien, je n'en suis pas encore revenu. Il y a d'autres artefacts intéressants, mais ça m'a drôlement interpellé. Regardez cette vue, par exemple. Alors ça, c'est une chose. Et il y a d'autres anomalies. Des anomalies photographiques, par exemple, qui surviennent à l'improviste. Et la photo que vous allez voir, le document que vous allez voir, c'est quelque chose de, vraiment qui m'a complètement sidéré. D'abord, c'est un document qui date d'environ 90 ans. Et c'est avec mon autre ami enquêteur, ingénieur de haut niveau dans sa vie active, au service de technologies de pointe dans la marine, y compris la marine de guerre, et d'autres compétences, que nous avons pris connaissance de ce cliché. C'est mon ami, donc Jean-Claude Venturini, dont je reparlerai dans une autre séquence. Quelques années après, le petit film est sur YouTube, après que j'ai eu la connaissance de ce cliché, j'ai interrogé et filmé Denise, une personne vivant sur la Côte d'Azur, et cette personne faisant probablement partie de la cohorte d'abductés que j'ai pu rencontrer. Installée chez elle pour l'entendre et la filmer, elle me montra une photo. Cette photo, c'est probablement un cliché unique en France. C'est une photo jumelle de celle qui va maintenant attirer votre attention. Véritablement incroyable, cette histoire. Les deux amis à vélo auraient été photographiés circulant à vélo donc sur une route de montagne en Provence. Mais il y a deux versions pour expliquer les circonstances de la prise de ce cliché. Cela n'a pas d'importance. Ce sont vraiment, rigoureusement, les mêmes clichés positifs donc. Ce cliché. D'ailleurs, vous pouvez mettre en pause la vidéo et pour mieux observer.
dernière photo que j'ai recadrée pour agrandir le sublime artefact, cette photo me fascine. Moi qui suis un impie, un incroyant, le regard de l'œil gauche du présumé Christ me transperce chaque fois que je l'examine. Et je suis pris d'une sorte de malaise insondable. Vraiment incroyable ce cliché, regardez bien. D'autres amis m'ont communiqué des clichés dont ils ne comprennent pas l'existence. Moi non plus d'ailleurs. Regardez ce gentil couple. Photo fort sympathique. Au bras du monsieur, il y a une montre. C'est d'un commun qui ne justifie pas une anecdote particulière. En regardant de plus près ce cliché, quelle ne fut pas leur surprise à ce couple de voir une image inscrite sur le cadran de la montre. Image d'un visage un peu goguenard, celui d'une personne qui leur est totalement étrangère, inconnue. Et puis, il y a cette autre photo qui me fut confiée par une ingénieure en géologie lors d'une réception organisée par l'un des témoins dont j'ai représenté l'extraordinaire vision à Rambouillet, en exergue de mon livre numérique, une image parasite en miroir sur une photo apparemment banale. Regardez bien. J'étais donc à la tête d'une école primaire à Éragny-sur-Oise et j'étais instite tout à la fois. J'avais trouvé le truc pour assurer la présence des élèves le samedi, surtout qu'il s'agissait déjà de grands élèves, des CM2, préparation à l'entrée en 6e. Et déjà à cette époque, donc, c'était assez difficile de les avoir tous en classe le samedi. Donc j'avais trouvé un truc assez filouté, c'est d'avoir installé des contrôles réguliers le samedi matin. Et ça marchait. Un samedi matin, donc, voilà, donc j'avais prévu de faire un contrôle de mathématiques. Puis donc, juste avant d'entrer en classe, j'observais les élèves qui jouaient dans la cour, mais habituellement ils jouaient aux billes, ils couraient ici et là, bon, c'était une récré quoi. Oui, mais là, c'était pas ça. Ils étaient réunis, ils formaient un ou deux groupes, et ils parlaient, et ils discutaient, et apparemment, il s'était produit quelque chose de matin, en venant à l'école, je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait.
on rentre en classe, et donc ils savaient ce qui les attendait. Sauf que moi, j'étais très intrigué par ce qui s'était passé. Donc, je dis à mes élèves, écoutez, on va faire le contrôle, bien sûr, vous savez que c'est prévu. Avant, vous allez prendre une feuille de dessin. Et puis, apparemment, il y en a parmi vous qui ont vu quelque chose de particulier, donc vous allez essayer de me le dessiner. Prenez crayon, prenez des crayons de couleur, si vous voulez, pas de la peinture, il n'y a pas le temps. Les crayons de couleur. Alors en plus, c'est une année particulière parce que je n'avais que 17 élèves cette année-là. Donc ils avaient chacun une table individuelle. Ils ne pouvaient pas copier les uns sur les autres. Donc je les vois rapidement prendre leurs crayons et puis il y a plusieurs, vraiment plusieurs, prendre leurs crayons et puis dessiner quelque chose. Et quand ils ont eu fini, j'aurais demandé évidemment de m'apporter le dessin qu'ils avaient représenté avec les couleurs et tout. Les explications éventuellement. Et alors là, j'ai été vraiment sidéré parce que j'avais sous les yeux des témoignages directs et je transcrivais sommairement les choses qui m'étaient racontées. Et j'ai donc eu un certain nombre de feuillets qui, disons, comportaient, sur le plan des couleurs, par exemple, des correspondances absolument ahurissantes. Alors là, j'étais vraiment très étonné. Tellement étonné que j'ai pris moi-même plus tard une grande feuille de papier pour représenter le plus fidèlement possible ce qu'il m'avait dessiné, avec les détails, tous les détails, parce qu'à cette époque, les photocopieuses couleurs, ça ne courait pas les rues, surtout une petite ville comme nous étions à Éragny. Et puis, je ne savais pas où m'adresser, je n'avais jamais eu à faire de photocopie couleur, donc, et puis ça coûtait très cher, très cher. Donc j'ai représenté tout ça parce que je me suis douté que ces dessins, je les garderais pas longtemps. Alors j'ai entamé une procédure normale, c'est-à-dire que je me suis adressé aux parents. J'ai demandé aux parents l'autorisation de transmettre ces dessins à la gendarmerie de Pontoise, parce que je savais qu'à la gendarmerie, à la tête de la gendarmerie de Pontoise, il y avait une personnalité très importante, le commandant Courcou, qui jouera d'ailleurs un rôle aussi important dans une affaire de présumé enlèvement d'un jeune à Cergy, qui a fait à l'époque un bruit extraordinairement important. Et il se trouve que ce jeune avait été aussi élève, non seulement dans mon école, mais dans ma classe. Hein. C'est la fameuse affaire Franck Fontaine. Bien. Donc, j'ai reçu des réponses des parents. Et les parents, tous à l'unanimité, m'ont autorisé à déposer les témoignages de leurs enfants. Mais il y a plus fort. Certains parents, eux-mêmes, m'ont déposé leurs témoignages sur ce qu'ils avaient vu ce matin-là. Par exemple, ce matin-là, au-dessus de l'Oise, il y avait un témoignage donc de parents, un témoignage assez étonnant. Donc ce qui fut dit, ce qui fut prévu fut fait. J'ai déposé ces feuillets
à la gendarmerie de Pontoise, auprès du commandant Courcou, qui m'a bien reçu, qui m'a bien écouté, et qui a trouvé donc intéressant ces témoignages, et qui les a probablement transmis au CEPRA. Je crois que c'est le CEPRA qui existait avant le GIPON. Voilà. Alors c'est vrai, ma vie est régulièrement jalonnée de confrontations avec des choses bizarres ou de recueils de témoignages hors du commun, dirons-nous. Alors là, c'était il y a longtemps, c'était en 1965, rendez-vous compte. J'avais 25 ans, j'étais tout jeune. Nous étions mariés et nous habitions Saint-Paul-l'Aumône avec mon épouse. Elle enseignait dans une école et moi dans une autre. Et donc tout à Saint-Paul-l'Aumône. Ce soir-là, j'avais assisté à une séance organisée par la Croix-Rouge française et concernant l'apprentissage des gestes de premier secours aux blessés. Cette prestation était organisée dans le vieux cinéma situé dans le très ancien quartier de Saint-Paul-l'Aumône, rue Maurice Dampierre. Entre parenthèses, ce quartier contenait les traces à explorer d'une ancienne léproserie datant du grand roi Saint-Louis. Oui, d'ailleurs, le nom de Saint-Ouen-l'Aumône fait référence à une tradition de cette ville où Saint-Louis, où c'était plutôt Blanche de Castille. D'ailleurs, il y a une cité qui s'appelle la cité Blanche de Castille, qui avait organisé une aumônerie très active à Saint-Paul-l'Aumône et dans ce secteur. Eh ben, ce quartier a été rasé sans ménagement pour laisser place le plus rapidement possible à des tours modernes que vous voyez au fond de l'image. Comme ce fut le cas à cette époque, à Franconville, aussi dans tout le Val d'Oise et dans beaucoup d'autres villes de la couronne de Paris en particulier. La photo que je viens de vous présenter montre à droite un immeuble semblable à celui où nous habitions, situé aussi à la droite de cet immeuble. Je ne peux parler de cet immeuble où nous avons habité qu'au passé, puisqu'il y a 2 ans, il a été rasé. Cela a permis de libérer un espace paysager supplémentaire dans ce parc qui fut dessiné par le célèbre jardinier de Louis XIV, le nôtre. Cela produit un drôle d'effet, même presque un malaise, quand on s'aperçoit qu'un endroit où on a habité pendant plus de 10 ans a été rayé du paysage, surtout que c'était
notre premier appartement. Donc quand je passe devant et que je vois un terrain joliment planté de verdure à la place de l'immeuble où nous avions habité, ça me fait quand même tout drôle. Je rentrais chez moi vers 1h du matin. L'appartement était situé à environ 500 mètres du cinéma. Mon épouse dormait. Je m'apprêtais pour rejoindre le lit le plus silencieusement possible afin de ne pas réveiller ma compagne. La tête de lit était appuyée contre le mur ouest de la chambre, mur qui s'ouvrait sur une fenêtre à balcon, donnant sur la rue principale. Un excellent point de vue, du haut de notre 4e étage. La nuit venue, nous baissions le store vénitien, ce qui permettait d'atténuer un peu la lumière du lampadaire local qui restait lui aussi allumé, évidemment, mais pas avec l'intensité de ceux de l'immense carrefour de la ville nouvelle de Cergy, située à plus d'1 kilomètre plein ouest. Étant couché, je ne m'endormis pas tout de suite. Tout à coup, la chambre fut envahie par un brasillement lumineux exceptionnel qui me fit sursauter. C'était en automne 1965, donc. Alors, je me levai, évidemment, précipitamment, afin d'observer ce qui se passait. Vous savez, ce brasillement, ça m'a immédiatement fait penser à ce que l'on peut observer devant un poste, en fonctionnement bien sûr, un poste de soudure à l'arc. C'était le même genre de lumière, le même genre diabolique d'étincelles. C'était pareil, sauf que évidemment, tout le ciel était éclairé jusqu'à l'horizon et dans tous les sens par cette lumière. Cette lumière, elle était, comme on va le voir sur la représentation suivante, voilà, je voyais bien le ciel tel qu'il était. Le ciel, il y avait un nimbus de perturbation avec son aspect traditionnel, flou et cotonneux, en haute altitude, qui manifestement c'était cela. En dessous, comme cela arrive régulièrement dans ce genre de formation nuageuse, vous aviez une colonie de stratus, des nuages bas, qui circulaient mollement, mais enfin on les voyait quand même arriver et circuler de manière assez rapide en altitude. Ils venaient grosso modo du nord-ouest, et derrière l'un de ces stratus, et celui-là seulement, c'était l'endroit d'où jaillissait manifestement cette lumière invraisemblable. C'était de là que provenait la source lumineuse. Le dispositif, je ne pouvais pas le voir, il était derrière le nuage, mais alors, écoutez, ça a duré plus d'1 minute, cette affaire-là. D'ailleurs, j'ai eu le temps de réveiller mon épouse, parce que je me posais des questions sur l'intégrité de mes sens, et puis, je lui ai dit, écoute, regarde, est-ce que tu peux venir voir? Alors, elle est venue voir.
Et elle m'a confirmé tout ce que je voyais. Et ça a duré largement plus d'1 minute. Et d'un seul coup, plof, switch off, ça s'est éteint, c'était silencieux, on n'en a plus jamais entendu parler de cette affaire. Mais la nuit était vraiment noire, hein, avec ces nuages et tout, il n'y avait pas de clair de lune. Bon, le petit lampadaire qui éclairait la rue, ça n'éclairait pas le ciel. Hein. Le ciel donc était invisible. Le plafond nuageux était invisible, c'était noir. Sauf que quand ce brasillement lumineux fonctionnait, c'était incroyable. Je vous ai représenté pendant quelques secondes seulement, grosso modo, ce que cela donnait comme vision, et cette représentation et ce témoignage ont été validés par mon ancienne épouse, à qui j'ai posé la question, et elle m'a envoyé un message que je vais vous montrer aussi, et qui confirme donc tout ce que je viens de vous expliquer. Message sauvegarde. Reçu lundi 31 juillet à 21h16.
Pour rappeler votre correspondant, faites le 4. Pour sauvegarder le message, faites le 2. Pour le supprimer, faites le 3. Pour plus d'informations, faites le 0.